Alors, avec plaisir, nous retrouvons mes deux débatteurs installés confortablement sur ce plateau. Tranquille. Bonjour Laurent Roland-Tonekes. Mori Agua, bonjour. Les spectateurs internautes, bonjour. Omar Dianjou, bonjour. Bonjour Omar. Bonjour Maury, bonjour Laurent, bonjour à tous. La forme ce matin? Parfait, ça va. Bon, ok. La chaleur, au quotidien, on parlait de la chaleur. Beaucoup de chaleur. Et comment vous gérez cette chaleur? Ben, écoutez, on dort sous brasseur du matin au soir avec tous les risques que cela comporte pour les muqueuses au niveau des voies respiratoires. Tout le temps, le nez un peu enrhumé, on va dire, puisqu'on est sous brasseur. Donc, tout ça joue sur la santé, forcément. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut on s'y fait. Nous sommes en Afrique, on va dire non. Et tout ça, c'est les changements climatiques aussi. Hein. Laurent, il est obligé d'aller dans sa voiture pour dormir dans la clim. Laurent, comment tu gères cette chaleur-là? Je donne dans quelle voiture? De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, les factures, en tout cas, ça serait lever le coût. Hein. Donc, on va faire face à ça. On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix, donc on va y aller. On n'a pas le choix. Si vous restez dans la voiture, même si vous avez une voiture, vous restez dans la voiture, vous mettez la clim, il y a le carburant que vous brûlez quand même. C'est clair. Oui, mais ça a des coûts. C'est votre voiture, c'est votre carburant. Et c'est votre poche qui sent. C'est votre poche et vous allez vous débrouiller. Alors ce matin... Bon, je crois que parfois, si on a choix à la maison, on peut venir dormir dans le studio ici comme il y a la clim. Très bien. Alors, vous avez les félicitations de M. Désiré, tonton Désiré Diotan, qui dit que vous êtes très bien habillé. Il vous présente ses félicitations. Gentil. Je vous demanderai de serrer un peu légèrement votre cravate. La cravate. Oui, voilà. Je pense que c'est... Bon, Laurent, lui, on ne parle plus de son habillement. Il est en veste complet. Hein, en veste complet. Voilà. Donc, ce n'est pas demi-saison. Hein. Bon, il est venu ce matin en venant. Ou bien, Laurent? On va y aller. On va y aller. Laurent Roland-Tonekes, 2 mois après donc, le verdict concernant Olivier Bokor et donc le ministre Oswald Omeki, l'ancien ministre, on constate que les présidents de nos institutions ont réagi et ont condamné. Voici ma question. Pourquoi c'est maintenant que les présidents d'institutions réagissent? Bon, peut-être on le dit, hein, et mieux vaut tard que jamais. Est-ce qu'il devrait le faire? Bon, c'est vrai qu'à proprement parler, à première vue, quand on parle de séparation de pouvoir, en réalité, le président d'institution ne devait pas se mêler un peu de cette affaire au point de sortir un communiqué. Chaque président d'institution peut avoir à se prononcer et donner son avis sur la question, mais de sorte à se réunir pour sortir un communiqué. Ça dérange un peu parce que... Mais en réalité, ça ne devait pas se prendre parce que tous les présidents d'institutions dont on parle sont nommés par un seul homme, Patrice Talon. Donc malheureusement, pour nous, c'est que ces présidents d'institutions se voient peut-être en partie quelquefois redevables à un homme, le chef de l'État. Et donc, quand ils sortent un communiqué, ça ne devait pas se prendre, c'est un devoir de reconnaissance de leur part. Sauf que je pense que, bon, c'est vrai, vous avez bien situé la période, ça fait 2 mois après, et puis après, ils sortent un communiqué. Est-ce qu'aujourd'hui, ce communiqué est vraiment opportun? Déjà que la justice a rendu sa décision, les différents acteurs se sont prononcés sur la question. Est-ce que les présidents d'institutions ont besoin d'en rajouter aujourd'hui en sortant un communiqué pour montrer que, bon, ils sont peut-être dociles ou bien fidèles au chef de l'État? Comme s'ils étaient des acteurs politiques sur le terrain qui se réclament en tout cas d'une formation politique qui doit quand même témoigner leur compassion à un chef d'État. Je pense véritablement que parfois, les cadres de notre pays doivent faire attention avec certaines choses parce que quand on voit des présidents d'institutions sortir un communiqué avec le contenu de tout ça là, je me pose la question de savoir comment est-ce que les citoyens peuvent continuer à faire confiance à ces présidents d'institutions. Je pense véritablement que chacun d'eux pourrait se prononcer peu ou prou, mais jusqu'à aller s'asseoir, se mettre ensemble, sortir un communiqué. Je me pose depuis hier cette question et je me demande si véritablement on est encore sorti de l'auberge. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays. Laurent Roland-Tonekes, ma deuxième question s'adresse à vous. Allez-y. Le Bénin, c'est l'intérêt du Bénin qui est en jeu et le coup d'État s'est opéré au Bénin. Les présidents d'institutions sont des Béninois avant d'être des présidents d'institutions. Oui. Donc, vous ne trouvez pas normal qu'ils condamnent donc, ce acte parce que quand même,
ça fait quand même plusieurs années que nous avons refusé. Nous avons refusé les coups d'État au Bénin. La justice a fait un travail, on s'en tient à la décision de la justice, mais jusqu'à sortir un communiqué, je ne trouve pas ça opportun. C'est mon avis. D'accord. Oumar, vous réagissez à mes deux questions adressées à nous. La première, vous avez suivi ces réponses. Oui, effectivement. Le timing déjà, moi je pense que le timing, c'est le timing parfait. Puisque, comme l'a rappelé Roland, c'est que toutes les institutions chez nous sont séparées. La République fonctionne normalement chez nous. La justice était au travail. Voilà, la séparation des pouvoirs. La justice était au travail. Et quand la justice travaille, tu as beau être le président de la Cour constitutionnelle, le président de la HAC, le président de tout ce que tu veux, tu as le devoir de te taire et de suivre d'abord le cours des choses au niveau donc, de la justice. Et de laisser la justice faire son travail. Au moment où la justice faisait son travail, il fallait donc se taire. Ils se sont tus et dès que c'est fini maintenant, ils interviennent sur le verdict donc, de la justice béninoise et ils condamnent les faits. Je pense que c'est des faits que la plupart des Béninois ont condamnés parce que depuis 1990, nous sommes rentrés donc dans l'ère démocratique et plus jamais au Bénin, on ne veut des coups d'État et donc des situations d'exception qui vont faire qu'à chaque fois, on sera l'enfant malade de l'Afrique, comme on disait il y a une trentaine d'années en arrière. Donc on ne veut plus de ça et ils condamnent ça. Moi je pense que c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est vrai que beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre le timing. Mais moi, je pense que le timing, pour moi, à mon humble avis, c'est parfait. C'est le bon timing. Il faut agir et donc, en ce moment-là. Et puis, au-delà de tout ça, c'est des Béninois aussi. De la même manière que vous et moi avons réagi sur ce plateau, ils peuvent se sentir donc gênés en tant que Béninois que des personnes, plutôt que de passer par la voie normale pour donc conquérir le pouvoir d'État, essaient d'utiliser des voies que nous avons déjà refusées, qui ne sont pas très bien d'ailleurs, et qui conduisent le Bénin dans un recul qui ne dit pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Bénin est sur une certaine marche. Nous sommes pratiquement le laboratoire de la démocratie sur le continent. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas garder ce cap-là, qu'on ne travaille pas à garder ce cap-là. Et je pense que l'objectif des présidents d'institutions en critiquant cela, je pense que leur objectif, c'est d'attirer l'attention de tout le monde sur le fait que nous devons garder le cap donc de la bonne gestion au niveau donc de l'État et surtout le cap donc de la démocratie qui, qu'on le veuille ou pas, qui est pratiquement le seul système aujourd'hui qui permet plus ou moins au peuple de pouvoir donc s'exprimer et donc qui permet une gestion, on va dire, plutôt intéressante donc de l'appareil d'État. Et donc moi je suis complètement d'accord avec leur déclaration. Chacun a son avis. Et puis, bon, c'est la seule chose sur laquelle je vais revenir, ce que Roland dit, c'est par rapport au président d'institution. C'est vrai, beaucoup parmi eux peuvent être redevables peut-être à Patrice Talon, mais pas tous. Hein, parce que les membres des institutions ne sont pas que choisis par Patrice Talon. Comme le président de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas que choisis par Talon. Si vous voulez même, allons-y avec à la HAC, tous ceux qui sont membres de la HAC. Est-ce qu'ils sont choisis que par Patrice Talon? Le président. Non. Il y a des gens qui sont choisis par des journalistes et des gens qui viennent. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont tous redevables. Et puis, nous sommes en démocratie et vous l'avez dit vous-même, les pouvoirs sont séparés. Ils connaissent leur rôle. Je pense que c'est des Béninois dignes et qui connaissent la tâche qu'elle a leur en étant à ce siège-là de président d'institution. Donc, ils savent comment ils doivent réagir. Patrice Talon n'a rien à voir avec ça, c'est moi mon avis. C'est vous, votre avis. Laurent, oui, vous voulez répondre je reviens sur les par deux rapport à l'Assemblée nationale. Oui, allez-y d'abord. Président de l'Assemblée nationale, jeu de couloir, c'est ça? Il est de quelle formation politique? Il a été proposé par qui? Allons dans les détails. Et la HAC. La HAC, et la Cour constitutionnelle. Et tout ce monde-là. Pardon, le président de la HAC, tout le monde sait quand même que ça a toujours été proposé depuis des années par le président de la République quand même. Même le président de la Cour constitutionnelle également. Tout le monde sait comment ça se passe, cher Oumar Adéandjou. Je n'invente rien en disant ça. Et quand je prends le président de l'Assemblée nationale, quand je dis peut-être que, bon, je dirais que la plupart a été nommé par le président de la République, mais le président de l'Assemblée nationale est dû la mouvance présidentielle. Et ça fait la deuxième fois qu'il est là. Et s'il n'a pas la confiance du chef, qui est patron de la mouvance, il ne serait pas là. Donc, pour vous dire quoi, si c'était un président de l'Assemblée nationale qui était de l'opposition, peut-être que si je le dis comme ça, vous pouvez me reprendre. Mais de cette manière-là, moi je pense qu'au-delà de tout, c'est des gens qui sont redevables vis-à-vis du chef de l'État. Pour autant, non, écoutez. Bon, ok, donc ils sont redevables vis-à-vis du chef de l'État. Est-ce donc normal qu'ils
qu'il condamne le coup d'État ou Non, pas? moi je dis... Je vais à la une du quotidien Le Potentiel, oui, qui dit que les présidents d'institutions dénoncent leur communiqué critiqué par l'opinion. Les présidents d'institutions dénoncent. Oui, Leur communiqué critiqué, oui. C'est vrai qu'ils sont en train de dénoncer, mais le communiqué est critiqué par l'opinion. Il faut comprendre clairement. Moi, j'estime que véritablement, on peut condamner, mais est-ce que pour autant, on a besoin de sortir un communiqué en tant que président d'institution? Moi, c'est là où se pose ma question. Je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui en tant que président d'institution, ils ont droit au silence? Écoutez, dans des cas précis, puisque nous sommes tous béninois, en réalité, ils doivent peut-être parfois se mettre dessus de la mêlée parce qu'on a tout fait de leur prêter des intentions parfois. Mais et n'oubliez pas, attendez, n'oubliez pas que nous sommes à la veille des élections générales. Et tout le monde, parfois, il y a une méfiance qui s'observe dans l'opinion publique par rapport à ce qui va se passer en 2026. Quand vous prenez le Conseil électoral, quand vous prenez la Cour constitutionnelle, quand vous prenez la Cour suprême, il y a une méfiance aujourd'hui. Alors, de sorte à sortir un communiqué, je pense que ça peut davantage accentuer cette méfiance-là. Ils auraient dû se passer de ce communiqué-là. Tout le monde condamne. Tout le monde en a parlé, tout le monde voit, et le chef de l'État en a parlé suffisamment. Est-ce parce que le chef de l'État est allé parler sur le plan international aujourd'hui qu'il juge opportun de sortir un communiqué pour dire non, écoute, nous sommes avec toi, hein, en réalité, sachant très bien que certains parmi eux aussi, qu'on le veuille ou non, ont été très proches d'Olivier Bokor. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce communiqué, est-ce qu'en réalité, ça a son sens? Est-ce que c'est le bienvenu? Je pense que ce n'est pas le bienvenu. On aurait dû se passer de ce communiqué pour davantage rassurer les uns les autres. Oumar, les présidents d'institutions sont des Béninois. Et si ce coup d'État faisait basculer le Bénin, ils allaient aussi subir. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas quand même pertinent ce communiqué? Moi, je l'ai dit, c'est-à-dire que ce communiqué, pour moi, c'est pertinent. Vous l'avez dit, mais je le dis et je répète. Je voudrais voir si je le dis et je répète. Vous persistez, vous insistez. J'insiste, c'est pertinent. Pertinent pour plusieurs raisons. Je vais revenir encore. Je dis c'est pertinent parce que pour la plupart, en tout cas au Bénin, nous sommes des démocrates. Et nous sommes désormais en démocratie et ça plaît à tout le monde. Et quand quelque chose doit aller contre la démocratie, il est de bon ton que tout le monde, qu'on se mette ensemble pour dire non au danger. Le danger, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons vécu avant 1990. Oui. Et donc, quand on le voit pointer, il faut se mettre, il faut marcher les mains dans les mains et crier à l'unisson, non, nous n'en voulons pas. Et je pense qu'ils sont dans cette dynamique-là, en faisant ce communiqué commun. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ça, je le dis et je l'insiste. Il faut préserver les acquis démocratiques. Et préserver les acquis démocratiques, ça passe par ces personnes-là aussi. Parce qu'en réalité, vous savez, comment on appelle, la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. La majorité est là, mais quels sont les garde-fous que nous mettons en place pour que cette majorité-là ne brime pas tous les autres? Et je pense que ce sont ces institutions-là aussi qui sont là. Ce sont les garde-fous, les tours de garde de la démocratie, les vigies de notre démocratie. Et quand ils sont installés, mais ils doivent jouer leur rôle de vigie de la démocratie. Vous êtes d'accord avec moi? Et je pense qu'ils sont dans ce rôle-là. Ils contrôlent tout ce qui se passe. Quand ce n'est pas conforme à la Constitution, quand ce n'est pas conforme au droit, quand ce n'est pas conforme à nos tests, ils sont là pour préserver donc la démocratie. Et pendant que la justice travaillait, ils savaient qu'il y a pouvoir et il y a pouvoir. Donc, comme on dit, il y a séparation des pouvoirs si vous voulez. Donc la justice faisait son travail et leur pouvoir ne pouvait pas... Enfin, ça leur interdit en tout cas de commenter le travail de la justice au moment où la justice travaillait. Et je pense qu'ils étaient dans leur rôle. La justice a fini, ils interviennent et ils critiquent la sentence ou bien ils sont d'accord avec la sentence. Et dans le cas ici, je pense qu'ils sont d'accord avec la sentence. Dans le cas d'espèce. Ils sont d'accord avec la sentence et je pense que ça, c'est la moindre des choses, pouvoir se mettre ensemble et dire non au danger. Ça c'est moi, mon avis. Maintenant ce que je veux dire, je sais que ce n'est pas ça le débat, mais je veux juste apporter une petite lumière. Vous savez, j'ai dit tantôt que la démocratie c'était le pouvoir de la majorité. Donc il n'y a pas de raison que la majorité à un moment ne puisse pas pouvoir gouverner, ne puisse pas pouvoir gouverner comme cela se doit et être présent au niveau de tous les pouvoirs. Parce qu'on a dit quoi? C'est à la majorité qu'on donne le pouvoir en démocratie, on est d'accord? Donc au niveau de toutes les institutions, le pouvoir leur appartient. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas des gens qui soient donc issus des formations politiques appartenant au chef de l'État, qui a la majorité, qui soient donc à la tête de ces institutions. Mais ce que je rappelle, c'est quoi? C'est que, attention,
ils ne sont pas les seuls. C'est pas parce qu'ils sont issus de la majorité présidentielle qu'ils décident tout seuls au niveau de ces institutions-là. Les autres institutions également proposent des personnes. Les autres formations aussi ont proposé des personnes. On sait comment, au niveau des institutions, que vous prenez la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la HAC et toutes ces autres institutions, mais le président ne se lève pas et prend un décret, voilà les membres de... Non, il y a un processus. Et ce processus-là se fait de manière très démocratique. Bon, c'est ça que moi je veux rappeler. Ouais. Maintenant, que le président de l'institution soit redevable, non, cela ne justifie pas du tout le fait que l'institution parle. Quand l'institution parle, ce n'est plus lui seul, ce n'est plus lui l'individu qui est redevable au chef de l'État qui parle, non. C'est toute l'institution qui parlait dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est l'institution qu'il faut considérer ici. Je vais revenir sur l'aspect abordé par Ouma. Vous me permettez que je vous parle. Quand Ouma parle de président des institutions, il y a des gens qui sont nommés dans les institutions proposées par d'autres pouvoirs. Écoutez, quand le président de l'Assemblée nationale veut aller signer un communiqué comme ça, quel député peut s'opposer à ça? Quand un conseiller de la RAC, le président de la RAC veut aller signer ce communiqué-là, d'accord? Y a-t-il un conseiller de la RAC qui peut s'opposer à ça? Quand il y a un membre de la Sénat, le président de la Sénat veut signer ce communiqué-là, y a-t-il un membre de la Sénat que vous connaissez qui peut s'opposer à ça? Les présidents... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire par là? Parce qu'il trouve que c'est ce que moi j'ai en face de moi, c'est les présidents d'institutions. Je ne considère pas les membres des institutions. Donc je suppose que ce que je dis, ça, en tout cas pour moi, ce que je dis concerne les présidents d'institutions. Parce que vous savez très bien que dans ce pays, même dans ce pays-là, un président de la RAC est rentré dans son bureau à sanctionner un média. sans même consulter les... Non, je vous comprends. Donc ça veut dire que clairement, pour moi, c'est que je dis, je continue de dire clairement qu'ils sont libres de faire leur communiqué. Mais pour moi, je dis, en l'état, à l'heure actuelle, ce n'est pas opportun, compte tenu de la méfiance des Béninois vis-à-vis des institutions de la République. Non. Et compte tenu... Quelle méfiance? Mais écoutez, de quelle méfiance parlez-vous? Écoutez, quand vous regardez les débats qui ont cours ces derniers temps, et quand vous regardez les différentes postures adoptées par la Cour constitutionnelle, par exemple, notamment dans la question du troisième mandat, un certain nombre de débats. Et puis, attendez, on va la question du troisième mandat n'est pas dépassée. Non, je ne dis pas que ce n'est pas dépassé. Mais je dis la posture adoptée par certaines institutions, dans des cas précis, et qui font croire, parce que par le passé, on a connu les mêmes schémas, où la Cour constitutionnelle a carrément choisi de pencher d'un côté, où on a eu les 39 ans plus 1 et autres là, où il y avait une certaine méfiance. Aujourd'hui, quand on sait que, par exemple, même si c'est dépassé, question du troisième mandat, en réalité, il faut condamner les individus qui ont ce discours-là. Mais la Cour dit, par exemple, que ces personnes ne violent pas la Constitution, et de plus en plus, les gens se disent, mais est-ce que cette Cour-là, on peut avoir confiance dans cette Cour? Quand vous prenez le Conseil électoral, il est là pour tous les Béninois, notamment pour trancher sur les élections. Et dès lors que les présidents de ces institutions en arrivent à prendre une posture, même au-delà de tout, je condamne le coup d'État, je condamne toute ambition de coup d'État. Je suis formé là-dessus. Mais j'estime qu'en l'état actuellement là, ils auraient dû se passer d'un communiqué d'abord, parce que le plus important, c'est de rassurer les Béninois. Il y a bien des situations sur lesquelles aucun membre des institutions ne s'est prononcé dans ce pays. Si vous voulez, je vais citer des exemples. Je vais pas les citer. Il y a des cas dans ce pays-là où on a besoin que les gens se prononcent. Ils ne se sont pas prononcés. Il y en a bien dans ce pays. Et même mais ce n'était pas de coup d'État. Au cours de ce régime-là, il y a quand même des situations. Je prends l'incident malheureux de Kadiaon. Les présidents de décision à l'époque auraient pu se prononcer. Je ne veux pas. Mais ce n'est pas les mêmes présidents. Non, mais attention. Ce n'est pas les mêmes présidents qui sont là. C'est pour ça que les autres présidents ont choisi de ne pas se prononcer. C'est pourquoi je peux les dédouaner à la limite. Mais je peux vous dire qu'il y a bien des cas sur lesquels on a besoin que ces présidents se prononcent pour rassurer les populations. C'est pour ça que je dis, ce communiqué, je continue de le dire, ça n'engage que moi. C'est malvenu, ce n'est pas opportun. On aurait dû se passer de ça et se concentrer sur les défis qui nous attendent pour 2026. Ouma veut réagir? Oui, moi je pense que normalement au Bénin, tout ce qui a rapport avec des inquiétudes liées à, comment on appelle, à l'intégrité, je veux dire, de nos institutions doivent être normalement dissipées. Et depuis 1990, nos institutions sont toujours allées dans le sens de la Constitution, dans le sens du peuple. Normalement, chez nous, on ne devrait pas avoir cette inquiétude-là. Oui, c'est vrai que nos voisins, autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça peut donc semer un peu de psychose dans la tête de chaque Béninois et se dit « Ah, c'est désormais le momentum en Afrique de l'Ouest et c'est les renversements constitutionnels, des coups d'État n'ont pas fini. Peut-être que ça peut arriver chez nous, faisons très attention. » Je peux l'admettre, mais au Bénin, jusque-là, on peut être ferme là-dessus. Nos institutions marchent et quand il s'agit d'être conforme à la Constitution, elles se battent, elles sont intègres et elles sont
conforme donc à ce que dit notre Constitution. Donc pour moi, comment on appelle, les inquiétudes là, ça ne justifie pas cela. Maintenant, et puis on dit que non, qui peut condamner, qui peut aller contre le fait que le président d'une institution veuille signer un communiqué pour condamner un coup d'État. Moi, je pense que personne ne peut aller contre. Aucun membre, en tout cas, de ces institutions aujourd'hui ne peut se lever et dire « moi, je suis contre le fait ». Non. Je pense qu'on est tous vent debout contre tout ce qui peut donc être une tâche dans notre démocratie, un point noir dans notre démocratie. On n'en veut plus. Tout le monde est d'accord dessus. Le Bénin a vécu des heures pas très intéressantes avant 1990. Et donc, on n'en veut plus. On a fermé cette page-là, on a tourné cette page-là. Et désormais, c'est l'ère de la démocratie. C'est le pouvoir donc du peuple. Et tout doit aller dans le sens du peuple et de la Constitution. Et je pense que ici, en tout cas, je ne vois pas un membre d'institution, que ce soit un juge, et c'est pas moi, ou un autre membre d'une institution, pour dire que non, moi je suis contre le fait que mon président soutienne ou bien condamne le non. Moi je pense pas que ce soit... C'est vrai, je comprends parfaitement Laurent, on sait comment ça se passe peut-être dans les coulisses, ou peut-être tous les membres peut-être sont complètement inféodés au diktat, on va dire donc du président qui est là. Mais bon, dans ce cas précis, je ne pense pas. Et puis si c'était dans un autre cas, je pense que peut-être que si on fouille très bien, on peut avoir des cas où des membres d'institutions n'étaient pas d'accord avec, comment on appelle, leur président, mais qui ne vont jamais l'afficher au grand public. Parce que c'est un devoir pour eux de rester, mais complètement silencieux quant à ce qui se décide au sein de l'institution. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de débat entre eux. C'est comme à l'Assemblée nationale. Des lois sont votées, mais rassurez-vous, tout le monde n'est pas d'accord pour certaines lois. Absolument, mais malgré ça, voilà, pourtant, la loi est votée. Donc moi, je dis que non, nos institutions marchent et je pense que ce n'est pas une question de comment on appelle, de redevabilité ou bien d'être complètement lié au chef d'État ou bien soumis au chef de l'État. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il condamne quelque chose et ce qu'il condamne, c'est le fait qu'on aurait pu entacher donc la bonne marche, notre bonne marche démocratique qu'on a entamée depuis 1990. Beaucoup de choses encore restent comment on appelle, à faire. On est encore à la traîne sur un certain nombre de choses. Il faut pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est-à-dire faire grandir notre démocratie. Et non seulement pour nous, Béninois, mais également pour notre image à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde salue donc le Bénin sur ce plan-là. Il ne faudrait pas qu'on recule, il ne faudrait pas qu'on régresse. Vous avez dit que ce n'est pas une question de redevabilité. Non, moi je ne pense pas. Je pense pas du tout. Antoine Kess au Sénégal, à la veille du départ de Macky Sall, c'est lui qui a désigné le président de la Cour constitutionnelle. Pourtant, il n'a pas été redevable envers lui. Non. Vous savez, il est parti, en voulant partir, il a nommé le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle est là pour un mandat. Il sait très bien que Macky Sall est en train de partir, quelqu'un d'autre viendra. S'il continue de montrer une certaine loyauté à Macky Sall, celui prochain qui est là, il aura fort à faire avec lui. Donc, comprenez le fonctionnement des institutions dans nos pays, sous les tropiques, ça ne devait pas se prendre. Donc, comprenez clairement. Et puis là, vous allez voir que pendant que Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont là, le monsieur va se montrer assez loyal vis-à-vis d'eux. Et vers la fin de leur mandat, vous allez méconnaître la même personne s'il est là. On a pu voir les présidents d'institutions dans ce pays. Donc, en réalité, ce n'est pas parce que quelqu'un montre. Et d'ailleurs, écoutez, le président de la Cour constitutionnelle qui a proclamé le résultat de la victoire de Boni Yayi en 2006 reste et demeure celui qui a été nommé par le général Mathieu Kékou. Et celui qui a proclamé les résultats pour la victoire de Patrice Talon en 2016, reste demain celui que Boni Yayi a nommé. Donc ne soyez pas surpris de cette truc-là. Parce qu'il y a peut-être cette volonté de se montrer loyal pour le nouveau qui vient et en même temps pour profiter. Et après, le nouveau qui vient aussi, ayant compris qu'entre-temps, vous avez été très loyal à l'autre, essaye de vous enlever. Donc on comprend ce schéma-là, en réalité. Peut-on rappeler cette... Oui, réagissez d'abord. Oui, très rapidement, ce que je dis, c'est quoi? On connaît également d'autres pays où les présidents d'institutions ne restent pas donc loyal, ils ne sont pas donc dans le cadre de la Constitution et quelquefois ils proclament le président en place réélu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais chez nous, comme au Sénégal dernièrement, Dieu soit loué, on a des hommes intègres qui regardent donc les résultats des élections et qui disent
réellement ce que le peuple a choisi. Donc, ils disent réellement la volonté du peuple. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est à saluer chez nous. Si au même moment où, chez d'autres, c'est du n'importe quoi, où des présidents s'éternisent au pouvoir, où à chaque fois, on prononce des résultats qui ne sont pas du tout ce que le peuple pense, et que c'est bien après que vous allez entendre dans l'opinion publique des gens qui grincent des dents. Chez nous, ce n'est pas ça. On n'a jamais eu de conflit post-électoral, tout le monde est resté très tranquille. À chaque fois qu'il y a des soucis, on dit la loi, on dit le résultat des urnes. Donc moi je pense que ça aussi, il faudrait le saluer. Même si le discours n'est pas le même pendant qu'un président est là et que ça change, mais au moins, ne serait-ce que il garde une certaine intégrité. Ça, il faut le saluer. Moi, je crois que on va pas partir. Puisqu'on part au Sénégal. Pas que au Sénégal. Pas que au Sénégal. On est au Sénégal. On va y rester. Le Conseil constitutionnel n'avait pas de choix que de faire ce qu'il fait parce que s'il risquait, il mettait à feu son pays. En réalité, il y a des situations qui s'imposent parfois et qui font que, en réalité, vous n'avez pas de choix que de faire ce que vous devez faire. En réalité, on dit la même chose. Oui, c'est salutaire sa réaction. Oui, c'est tel qu'il a agi. Mais parce qu'il a compris que. Non, c'est parce qu'il a vu qu'il est en fin de que l'autre est en fin de mandat. Enfin, non seulement il faut dire ça. Il était en fin de mandat. Mais il aurait pu proclamer le résultat. S'il prenait une autre décision, bon. Le pays pouvait basculer dans la violence. Il pouvait payer le prix fort. Mais malgré ça, dans d'autres pays, ça se fait. Dans d'autres pays, ça se fait et on bascule dans la violence et le président, malgré tout, se maintient. On connaît plein d'exemples, mais on ne va pas citer. Vous pouvez citer les autres de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez du mal à citer ça? Ils ont l'avion qui dit déjà tiens sur la piste, donc il peut partir à tout moment. Le moteur il a démarré là-bas. Le moteur il a démarré là-bas, il peut partir à tout moment. Alors Laurent, on parle de la supercherie de Macky Sall et son gouvernement. Supercherie donc découverte par, ou du moins je vais dire révélée par, ou confirmée, que vais-je dire oui, je suis en train de chercher les mots qu'il faut pour pouvoir bien contextualiser, oui. Et effectivement, il y a quelques mois déjà maintenant que le gouvernement en place avait affirmé qu'il y a eu beaucoup de détournements. Oui, c'est 7 milliards, je confirme, par rapport à la une, mais je lis ici, 7 milliards de dollars. Voilà, c'est ça. Quand j'ai vu 7 milliards à la une du quotidien, j'ai dit 7 milliards, non, 7 milliards de dollars. Donc les quotidiens se devaient d'écrire de dollars, qui fait ils ont écrit CFA. Ils ont écrit CFA, merci. Donc voilà, on corrige, on a lu à la une des quotidiens 7 milliards de CFA, de francs CFA, mais c'est 7 milliards de dollars qui faisaient environ 4250 milliards de francs CFA. 4250 milliards de francs CFA quand même. Et puis, voilà, les présidents qui sont là, le président qui est là en a parlé, mais sincèrement, moi, j'avais eu l'impression comme si c'était, on voulait faire de chasse à l'homme ou à la chaussière, mais finalement, ça se révèle, FMI confirme, et vous avez apporté l'information cette nuit. Voilà, Laurent, dis-nous. Oui, Macky Sall travaillait à développer son Sénégal, c'était un modèle, tout le monde le vantait ses efforts à la tête du Sénégal, on encensait Macky Sall comme étant un développeur hors pair, quoique après, sur le plan politique, avec la dynamique qu'il a eue à la tête du pays, on constatait clairement que Macky Sall ne voulait pas partir. Aujourd'hui, on se rend compte, on voit pourquoi Macky Sall n'a pas envie comment vous appelez, Rebecca, nous sommes au Sénégal. Excusez-moi, Laurent, nous sommes au Sénégal. On a fini avec l'affaire Ombeki. D'accord. Alors donc, il a fallu que Macky Sall parte maintenant qu'on se rende compte qu'il a foutu un peu de bordel dans son pays. On comprend maintenant pourquoi il n'avait pas envie de partir. Parce que quand vous faites des... Il n'avait pas envie de partir. Non, il n'avait pas envie de partir. Il n'avait pas envie de partir. Il voulait faire un troisième mandat. Après, il a dit que... C'était pour couvrir tout ça. Oui, mais c'est pour couvrir ça. Parce qu'il disait que son deuxième mandat était intangible avec le premier mandat, après qui est intervenu après la révision de la Constitution dans son pays et qu'avec tous les débats. Aujourd'hui, on se rend compte que, oui, Macky Sall a vraiment foutu le bordel dans son pays. Il a développé, il a fait des choses, les gens ont mis en lumière, dit oui, il est bon. Macky Sall, si, regardez, allez au Sénégal. C'est un développeur, c'est un bâtisseur. Et puis après, on découvre un jour. Parce que le FMI, maintenant, pour accorder des prêts au Sénégal, a posé des conditions. Wow. Oui, des conditions ont été posées au Sénégal, sans quoi, et le président du FMI est actuellement
et au Sénégal pour voir clair dans cette affaire, discuter avec les autorités sénégalaises avant de pouvoir accorder un appui au Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit interpeller plus dans tous les pays d'Afrique pour dire, évidemment, les gens viennent, oui, on travaille, c'est ça le plus important, on est d'accord. Mais dans quelles conditions vous faites les travaux? Dans quelles conditions vous travaillez? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Quelle est la transparence dans ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont caché cette dette-là. Parce qu'on disait que le Sénégal n'avait pas plus beaucoup de dettes, que tout va bien. Tout va bien. Et que les chiffres étaient bien maquillés. Oui. Bien maquillés. Oui, et maintenant... C'est Macky Sall. Oui, bon, Macky Sall a maquillé, c'est pas mal. Donc, du coup, aujourd'hui, Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont coincés parce qu'ayant besoin du FMI, doivent pouvoir régler ce problème d'abord. Régler, en tout cas, s'assurer et confirmer qu'il y a une telle dette-là, prendre l'engagement certainement de payer au nom des Sénégalais. Vous imaginez les générations qui vont payer ça, plus de 4 000 milliards de francs CFA. Et là, je me pose la question de savoir que répond Macky Sall dans ces conditions. C'est vrai que là, il est en train de fuir. Le Maroc aussi, apparemment, j'aurais appris il y a quelque temps que lui met la pression, et puis parce que le président sénégalais a dû saisir le Maroc pour dire vous le libérez, alors ou soit on met fin à la coopération entre le Sénégal et le Maroc, vous le libérez, ou soit on met fin à la coopération. Et donc il y a une pression sur les autorités marocaines aujourd'hui. Tout ce qu'il a investi au Maroc, parce qu'il a investi sérieusement au Maroc, et c'est malheureusement ça. Les gens ont au fait d'oublier un pan de l'histoire. Ce qu'il a investi au Maroc, c'est pour les Sénégalais? C'est lui qui a investi. Mais l'argent qu'il a investi là-bas, il a gagné tout ça là-haut. Parce que les gens ont tout fait d'oublier un pan de l'histoire. Mobutu a mis beaucoup de fortune au Maroc, qui vous souviennent. Et après, quelle a été la suite? Ils sont nombreux, dans la sous-région. Je ne vais pas citer de pays. Ils sont nombreux dans la sous-région qui siphonnent les ressources de leur pays, qui vont construire des hôtels, des immeubles au Maroc, dans les pays du Maghreb et même en Europe. Et même au Canada, si vous voulez. Ils sont nombreux à le faire. Et puis après, quand ça arrive, finalement, ça devient la propriété de ces pays-là. J'estime que les dirigeants africains doivent davantage prendre la mesure de la chose pour dire, écoutez, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, tout ce que nous amassons là, est-ce que nous allons partir un jour avec ça? Parce qu'il fait tout ça. Les gens, si le Maroc le livre, peut-être qu'il peut trouver refuge chez son ami Macron qu'il a nommé avant qu'il ne quitte le pouvoir. Vous vous rappelez qu'il a été nommé avant même de quitter le pouvoir, on l'a nommé. Et puis après, pour aller aux élections, il s'est agité en disant qu'il démissionne. Il pensait aller affronter Ousmane Sonko. Ayant vu le danger venir, il a refusé d'aller aux élections là-bas. Il s'est mis à l'écart. Donc tout ça mis dans la balance. Est-ce que Macron, son ami, va le protéger en France? Qu'est-ce que les acteurs politiques français vont dire en la matière? Et quand il va vouloir peut-être aller aux États-Unis, est-ce que Trump, qui aujourd'hui veut vraiment que les dirigeants prennent leurs responsabilités en Afrique, est-ce qu'il voudra le protéger? Autant de choses. Et dans tout ça, s'il est livré un jour, c'est qu'il va se retrouver devant la justice de son pays. Et avec tout ça, tout ce qu'il a fait à la tête du Sénégal en construisant de belles choses, c'est qu'un jour, ça tombe, il se retrouve en prison. Moi, je pense que ce cas Macky Sall là, il y a d'autres cas. J'ai comme l'impression que quand ils sont au pouvoir, parfois, ils oublient la réalité en face. Ils doivent pouvoir prendre la mesure de la situation pour dire, mais hier là, quand elle a fait ça, qu'est-ce que ça lui a coûté? Est-ce qu'il a eu la paix après son pouvoir? Macky Sall fait les frais maintenant. Je ne sais pas s'il dort ces derniers temps-ci. Mais attendons de voir quand même. Est-ce qu'il risque de la prison? Oui, attendons de voir la suite, mais normalement, c'est ce qui doit suivre, normalement, des enquêtes. Parce qu'on parle de plusieurs milliards... Enfin, 4 000. Voilà, 4 000, plusieurs milliers de dollars de francs CFA. 4 000. Plusieurs milliards de dollars. C'est colossal. Et tout ça, on a maquillé ça. On a fait de sorte que personne ne le voit. Il a fallu que le FMI touche du doigt et tape sur la table pour dire non mais attention, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans vos comptes. Maintenant, lorsque les enquêtes vont commencer, qui a pris l'argent? L'argent a servi à quoi? Ça me donne le frisson. Voilà. Donc, tout cela a été pris au nom du peuple sénégalais. Et finalement, voilà qu'on ne sait même pas à quoi est-ce que l'argent a servi. Moi, je pense que la Sénégal, quand on veut dire c'est mauvais en Wolof, c'est baoul. Voilà, donc je ne saurais le prononcer. Baoul. C'est pas baoul, d'accord. C'est mauvais, baoul. C'est baoul, d'accord. C'est très mauvais, sincèrement. C'est très mauvais parce que cet argent-là maintenant, moi je veux en tout cas que la justice sénégalaise aille jusqu'au bout pour nous dire ces sous-là ont servi à tel. Ces sous sont entrés dans les poches de tel. Et donc, toutes ces personnes concernées, est-ce que c'était vraiment la destination de l'argent? Est-ce que c'était ce à quoi l'argent était destiné ou bien ça a été détourné? Voilà. Il faut qu'on le sache et que les Sénégalais soient fixés par rapport à cela. Parce que, vous savez, être chef d'État ne fait pas de vous un demi-dieu.
Il faut toujours se rappeler de ça. Moi, je le dis tout le temps. C'est vrai que le pouvoir fait de vous pratiquement un demi-dieu, mais c'est à vous de garder la tête sur les épaules et de rester bien lucide pour savoir que après ceci, ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas une fonction éternelle, ce n'est pas une fonction à vie, c'est le peuple qui me l'a conféré. Et donc, restez bien lucide et savoir que après, quand je vais partir, les gens pourront faire des enquêtes et chercher. Et puis, dans presque tous les pays, tous les chefs d'État ont des détraqueurs. Donc, rappelez-vous que vous avez des détraqueurs. Au moins, ne serait-ce que ça. Des détracteurs, pardon. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Et quand on se rappelle de ça, on est bien obligé de rester bien lucide et de gérer les fonds comme cela se doit. Parce que là, maintenant, on ne sait pas quelles seront les répercussions. Je ne vois pas le Maroc en train de vouloir salir son image en gardant chez lui quelqu'un que la justice veut coûte que coûte avoir. Je suis sûr qu'à un certain moment, ils vont devoir céder et donc le livrer soit à la justice sénégalaise, soit à une justice, je ne sais pas, compétente en tout cas, pour pouvoir juger une telle affaire. Parce que le FMI ne va pas fermer les yeux dessus. Leur argent est passé où? C'est l'argent des contribuables dans leur pays là-bas, de tous ces pays-là qui mettent l'argent dedans, de toutes ces banques-là qui s'associent pour donc mettre de l'argent à la disposition de nos États. Et cet argent a servi à quoi? Le FMI ne baissera pas les bras. Et puis, je pense aussi que Ousmane Sonko, enfin, Diomaye Faye, on va dire, même si c'est, en gros, c'est Ousmane Sonko qui est à la base de tout. Bon, ça, c'est moi, mon appréciation. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que même les autorités sénégalaises, actuellement, l'actuel régime ne va pas se taire également. Ils vont vouloir voient bien clair, vu tout ce qu'ils ont souffert sous le régime, sous le magistère de Macky Sall, ils ne vont pas se taire, regarder les choses comme ça. C'est le moment pour eux aussi de lui envoyer des petites fléchettes, pour lui montrer que non, la vie, attention. La roue tourne. Voilà, la roue tourne. C'est à ton tour maintenant aussi d'aller goûter tout ce que tu nous as fait goûter. Voilà. Je pense qu'à un moment, ils vont réagir dans ce sens-là et ne baisseront pas les bras. Mais au-delà de ça, ne serait-ce que pour le peuple sénégalais, ils ont le devoir aussi de chercher à savoir où est passé cet argent, à qui est-ce que ça a profité, voilà, donc, et de leur reprendre, c'est essentiel, c'est l'argent du peuple sénégalais. Oui. Déjà, quand Sonko et Diomaye Faye sont arrivés au pouvoir, on a constaté que Macky Sall avec son équipe avait bradé les domaines publics. Et à vil prix, à certains de leurs proches, où chacun peut se retrouver avec 100, 200 parcelles à la fois, à des prix dérisoires. Donc déjà, ça l'attendait. Et vous voyez, Ouma fait bien de préciser le cas du Maroc. Aujourd'hui, si par exemple, la justice sénégalaise en arrivait à choper Macky Sall et qu'il était peut-être condamné à 20 ans de prison. D'abord, les biens qu'il a mis peut-être au Maroc, l'État prend en charge tout. Ou soit alors le Maroc prend en charge tout. Donc finalement, vous faites tout ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Vous mangez combien de fois par jour? Au point d'amasser l'argent qui doit appartenir à la communauté. Vous prenez ça parce que vous voulez montrer que vous êtes puissant. Je pense que ça doit interpeller les uns et les autres. C'est très important que les gens fassent attention parce que tôt ou tard, ça rattrape. Et rien sous ce soleil n'est caché. Un jour ou l'autre, ça se révèle. Surtout que c'est l'argent du contribuable. Vous, d'abord, tôt ou tard. Ça se révèle. Il suffit seulement que un matin... Vous évitez les liaisons. Un matin, il suffit seulement que... Les liaisons ne sont pas bonnes. Oui. Les liaisons embellissent les phrases. Les liaisons embellissent les phrases, mais il ne faut pas s'en abuser. Il est 11h moins 11. Voilà, il faut éviter ça. Donc, pour dire que oui, aujourd'hui, c'est bien dommage pour l'Afrique. Et c'est car on va toujours continuer à voir ça parce que j'ai l'impression que les dirigeants africains, pour la grande partie, ils n'ont pas encore pris conscience de l'enjeu pour se rendre compte que quand on vient gérer, et j'ai toujours dit ça, on vient servir, on ne vient pas se servir. Parce que quand vous vous servez, le soleil va se lever à l'est un matin, tout sera révélé. Tout sera révélé. On voit nos mamans. Quand elles donnent à manger aux enfants, elles se lavent les doigts, non? C'est ce que vous Non, c'est une question que je vous demander. Maurice, c'est une question que je vous pose. Ça, c'est plus que se laver les doigts. Voilà. Ça, c'est prendre toute la nourriture et gober ça. On dit qu'on vient servir les autres. Mais quand on sert l'enfant, on a vu nos mamans se laver les doigts. Oui, je suis d'accord. Se laver les doigts, c'est pas encore bien grave. Qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel, vous êtes d'accord avec moi? Vous pensez que le palais de la Marina, c'est votre chambre, vous pensez? C'est se laver 4 000 milliards qui vous pose problème. Quand vous vous levez, oui, mais se laver 4 000, ça c'est plus la paix, ça c'est gober 4 milliards. C'est trop quand même. On va finir. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que cette affaire ne relève pas seulement de l'État sénégalais, ça relève du FMI. Et quand c'est le FMI, ne vous arrêtez pas à la justice sénégalaise. Ils sont capables de le poursuivre partout
où ça sera nécessaire pour pouvoir lui faire rendre gorge. Ah Parce bon. que cet argent ne lui appartient pas, en tout cas. S'il s'avère que c'est lui, en tout cas, qui est donc celui qui a bénéficié de cet argent, il va rendre gorge, ça c'est sûr. Une fois que le FMI est déjà sur ses traces, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas jusqu'au bout de l'enquête. Et Laurent veut dire quelque chose avant que je ne clôture. N'oubliez pas que le FMI a des partenaires dans le monde. Et à un moment donné, le Sénégal, ayant ses partenaires en commun, va vouloir dire à ces pays, à tous ces pays, si vous le prenez en jurant les relations avec vous. Donc, Macky Sall, en réalité, est dans de beaux draps. J'avais Voilà qui est dit. contre les guépards, mais malheureusement, il y a Bon, oui, on n'a plus le temps d'en parler. Il faut les- laisser les guépards, sinon je vais m'énerver. Et puis je vais faire une crise inutilement. Et vous allez commencer par, Non, en par, fait, vous avez par raison. appeler encore l'ambulance et tout. Donc je ne veux pas faire AVC. Moi aussi, j'ai failli avoir Je torticolis. ne Quand il y veux avait pas des faire- transversales qui partaient tomber derrière la touche là-bas, je touche, je fais comme ça. 90 minutes, Ça tombe sur le- 90 minutes, un seul tir cadré. 90 Vous vous minutes, rendez compte? 90 minutes, un seul tir cadré. 4 tirs. Des transversales qui voulaient me donner torticolis. Et je me suis rendu compte que. Est-ce que je vous ai Non. demandé de parler Mourir à quoi? Est-ce que je vous ai demandé de 90 parler minutes, des guépards? 4 tirs, un seul cadré. Des offensives au petit bonheur, la chance. Il n'y a Bon. rien de construit. Cher Guépard. Un latéral Non, non. essaie de faire. Bon. Et puis voilà, on essaie de voir si ça peut marquer. Cher Rien Guépard. n'est construit dans nos équipes. Cher Guépard, bonne chance à vous pour la suite. offensives. C'est pas Non, normal. ils sont troisième. Bonne chance à vous. Excusez-moi, Yamori, on a ouvert quand même la brèche. On Est-ce que je vous ai demandé de parler des On n'en guépards? a pas besoin même. On n'a pas besoin que vous nous donniez la parole. Allez, tout le Guépard, monde. bonne chance à vous pour la suite. Vous voulez que je fasse crise ou bien? Si vous faites crise là, il n'y a pas de. Non, loi, attendez, c'est attendez, ce que j'ai vous compris. Vous les deux là, vous voulez faire coup d'état, non? Et vous voulez me faire crise. Vous voulez me faire coup d'état en me faisant crise, non? Non, pas du tout. Guépards, si je Vous parle des êtes, guépards, vous êtes très bien à votre si place et on aime ça. je parle des guépards ce matin, vous allez voir que dans la clim, je vais commencer par transpirer. en Non, mais même c'est temps. normal, c'est malheureux vraiment. Moi, je n'ai pas suivi le match. Ça dit que Moi, j'ai suivi la première mi-temps. Non, non. Après la première mi-temps, j'étais décroyé. Ils étaient à 0-0, mais malgré ça, j'ai pris la route de la maison. Les Parce gens- qu'ils étaient au bureau d'abord et Écoutez, j'ai pris la route de ils chez ont moi. marqué J'ai 2 dit, buts au non, ça, Zimbabwe. Le Zimbabwe on a l'a revenu. remboursé. Donc, en fait, maintenant, vous voulez que moi je perde mon temps à les suivre pour aller pour tomber malade. Parfois, quand on les balle, je suis le majorité, on les balle, j'ai le pari, je vais à l'hôpital. Je paye les médicaments. Ah, donc quand J'évite. donc ils avaient mis 2 buts au Zimbabwe, Oui, et- les Zimbabwe ont égalisé. égalisé. Maintenant, quand Bafana a mis 2 buts, pourquoi ils ne peuvent pas Ils peuvent égaliser? pas. Rien n'était construit. Regardez, quand vous regardez l'équipe béninoise aujourd'hui, il n'y a qu'un seul compartiment qui existe. En tout cas, selon moi, hein, C'est quoi? c'est la défense. Il y a un gars, un colosse qui est là désormais. Je pense qu'il fait le bon Non, boulot. Et il ouais. revenait de temps en Est-ce que temps. vous avez- Nous, t'étais ces gars-là. On aurait pris 5 buts. Ah, ça serait bien. Vous avez- Ça serait bien rempli. Est-ce que vous Comment avez on l'appelle, regardé notre les notre débuts? besace pour revenir. Là, vous avez pour suivi les 2 buts. Moi, je n'ai rien suivi. Le gardien, c'est on dirait un panier qui les bords amène de chapitre au champ pour ramasser les manques, quoi. Il n'y a qu'un seul compartiment. Regardez les buts. Non, non, la c'est- défense. c'est- Tout le c'est- reste là, c'est zéro. Hein. Je vous assure. Il n'y a aucune construction au milieu du terrain. Dès l'instant où le milieu du terrain est défaillant, croyez-moi, le pauvre Mounier, il court, il ne fait que courir sur le terrain. Il n'a rien vu. Bon, il bon, va à gauche, puisque il va à puisque droite, puisque il vous courait, il faisait insistez, que courir. je vous donne 30 secondes. Je vous donne 30 secondes. Oui, moi je dis, Voici ma question. Est-ce que ces guépards-là peuvent faire quelque chose à la Coupe d'Afrique? non, c'est avec l'image, avec ce qu'il donne comme on appelle là, comme jeu là, il n'y a rien à faire en Coupe d'Afrique. Ne rêvons même pas. En Coupe d'Afrique, là, il n'y a rien à faire. Il risque de se faire laminer si on ne tire pas tout de suite la sonnette d'alarme et remettre les choses en place. Merci, Je vous c'est assure- bon. Merci, Bon, c'est bon. d'accord. Oui, Laurent. Vous avez des joueurs qui sont sans club, même le gardien. Ils sont sans club. Vous allez les chercher parce que vous ne voulez pas C'est pourquoi il prend but. Vous ne voulez pas donner But, il prend but angle Vous- dans moi, l'angle fermé. je continue de dire. Si on est sans club, on prend 2 buts dans l'angle fermé. Je commence par dire, donner de la chance aux jeunes, préparer-les pour l'avenir. C'est ça. Ce que nous faisons là, c'est pas bon. On continue d'aller chercher des gens qui sont dans comment vous appelez, des banlieues en Europe, qui n'ont pas de club, qui jouent, qui font entraînement dans les quartiers, et on dit qu'ils sont dans tel club. C'est bien dommage pour le pays. Mesdames, Messieurs, c'est fini. Donc, pour l'analyse de ce matin.